Salut à toi. Aimerais-tu apprendre 3 à 5 fois plus rapidement que la plupart des personnes, et ce, peu importe ton niveau scolaire ou peu importe tes dispositions à cela? C'est littéralement ce que je te propose aujourd'hui, d'apprendre plus vite, mais surtout d'apprendre plus efficacement, avec plus de plaisir et sur le long terme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me porte particulièrement à cœur, voire même très à cœur. C'est celui de l'apprentissage et plutôt de l'hyper-learning, donc de l'hyper-apprentissage ou de apprendre à apprendre selon les termes qu'on veut lui donner. Mais avant de commencer, pourquoi est-ce que concrètement c'est important aujourd'hui d'être dans cette dynamique d'apprendre et d'apprendre efficacement? Alors, premièrement, je vais dire quelque chose qui paraît dérisoire, et pourtant, on passe plusieurs années, voire même une dizaine d'années, selon d'où on part et d'où on va, à l'école, ou tout du moins dans le milieu scolaire, et on nous apprend jamais à apprendre. On nous dit va à l'école pour apprendre, mais on nous explique pas comment est-ce qu'on apprend efficacement, ou comment est-ce qu'on pourrait apprendre avec plus de plaisir. En fait, j'ai juste envie de dire que même la plupart de la scolarité est l'inverse de toutes ces choses. Et pourtant, encore une fois, dois-je le rappeler, l'école est faite pour apprendre. La deuxième chose, c'est que dans le monde dans lequel on vit, stagner n'existe pas. Il n'existe que évoluer ou régresser, et je pense profondément que ça se fait par le biais de l'apprentissage. Une personne qui va s'arrêter d'apprendre va régresser par rapport à l'évolution de la vie, de la société et des autres humains. Et à l'inverse, une personne qui va s'informer, qui va se documenter, qui va s'éduquer, que ce soit sur une thématique précise ou sur un mélange de thématiques, va, elle, prendre, disons, le train en marche et éviter de trop régresser. À quoi est-ce que ça sert de ne pas régresser? En fait, ce n'est pas qu'une question d'ego, et en fait, je vous dirais même que c'est loin d'une question d'ego, comme on va le voir juste après. C'est une question d'opportunité, et je pense même que c'est une question d'être heureux dans la vie, et une question de pouvoir se développer et réussir, encore une fois, peu importe comment on l'entend. En d'autres termes, l'éducation, l'information est le pilier à la réussite d'une personne dans sa vie. J'aime bien donner cet exemple-là, mais une personne qui veut vivre heureux avec sa compagne, d'une manière ou d'une autre, elle va devoir s'éduquer à apprendre sa partenaire, et peut-être même s'éduquer à savoir comment est-ce qu'on peut mieux gérer un couple, comment est-ce qu'on peut mieux vivre sa sexualité, et j'en passe. Je sais que ça paraît dérisoire et qu'il y a plus d'une personne qui pourrait se foutre de ma gueule de dire qu'on n'a pas besoin d'éducation pour ça. Et pourtant, si. Et pourtant, ça peut faire la différence entre des personnes qui vont réussir leur vie de couple et d'autres personnes qui vont aller d'échec en échec sans jamais se remettre en question, juste parce que le couple, c'est pas des choses qui s'apprend. Si, ça peut s'apprendre un petit peu dans les livres et aussi beaucoup dans l'expérience. Mais ça, c'était qu'une parenthèse. Donc là, il n'y a que 2 raisons qui font qu'aujourd'hui, l'apprentissage est quelque chose qui est devenu essentiel, et je dirais même plus, le fait d'apprendre rapidement est mieux, et encore plus devenu essentiel si on veut se démarquer de 90 à 95% de la population. Mais est-ce qu'il y a des solutions, des techniques qui peuvent nous permettre de justement rendre l'apprentissage beaucoup plus agréable, facile et efficace? Oui, mais avant, laissez-moi faire ma pub. Si vous aimez la vidéo et si vous pensez que c'est légitime, la barre de description, un commentaire, un like, un abonnement. Si vous avez envie d'être suivi en hypnothérapie pour régler une problématique, barre de description, il y a tous mes liens. Bref, on peut maintenant passer à la suite de la vidéo, étant donné que je n'aime pas du tout faire la pub, mais que je le fais parce que c'est en ma responsabilité de le faire pour développer cette chaîne. Sur ce, parenthèse fermée, oui, il existe des techniques, et je dirais premièrement que l'apprentissage est une question d'état d'esprit et de mindset, de principe. Vous pouvez avoir toutes les techniques que vous voulez.
Si vous n'avez pas l'état d'esprit et le mindset, vos techniques ne serviront foutrement à rien. Premièrement, je vous dirais que le premier pilier en termes d'état d'esprit, c'est que l'effort rend l'apprentissage durable. Ou plutôt, devrais-je dire que l'effort est un aspect qui est souhaité dans l'apprentissage. Trop souvent, on va penser que l'apprentissage devrait être quelque chose de facile. Trop souvent, on va chercher une forme de facilité. Je dis pas qu'il n'y a pas une forme de sagesse là-dedans à se dire oui, j'aimerais rendre mon apprentissage plus facile, mais à trop vouloir chercher la facilité et à fuir l'inconfort et parfois la difficulté, ça ne construit pas un apprentissage sain et durable. Oui, l'apprentissage, plus l'apprentissage est difficile, ou devrais-je dire plutôt pour nuancer, si votre apprentissage est difficile, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est un signe qu'il y a des connexions qui se créent. C'est un signe que l'apprentissage est en train de se créer, et ce, d'une manière durable. Donc, l'effort, donc la difficulté quand on apprend, n'est pas à voir négativement, mais à voir positivement. Et c'est le premier pilier de tout apprentissage. Exemple très typique, j'apprends la dactylographie en ce moment, et ce depuis une semaine. Faut comprendre que quand vous avez écrit toute votre vie avec une façon donnée avec 2 doigts et en ayant les doigts qui n'étaient pas du tout organisés, et que vous dites tiens, si j'allais utiliser mes 10 doigts et ce d'une façon organisée pour écrire plus rapidement, votre cerveau, et je dirais même votre musculature, musculairement c'est très compliqué, et il y a de l'effort, il y a de la difficulté. Plus il y a de l'effort, plus c'est synonyme que je suis sur la bonne voie et que je suis en train de créer des nouveaux chemins neuronaux. Donc ils ne sont pas à fuir, même si c'est frustrant, même si j'ai envie de casser mon clavier 3 fois par jour pour être très sincère avec vous. Bref, c'était un exemple. Le deuxième aspect, en termes d'état d'esprit, c'est la responsabilité. Nous sommes responsables de notre apprentissage et de la recherche des informations. Il y a aussi une notion de débrouillardise et d'autodidaxie, même si c'est pas tout obligé, mais je pense que ça en fait partie. Si vous ne savez pas quelque chose, ce qui est normal, ça s'appelle être humain, vous avez la responsabilité de vous dire « Ok, je ne sais pas ça, mais j'ai la responsabilité d'aller chercher l'information et de pratiquer pour créer l'information. » Exemple encore une fois avec la dactylographie. Je ne sais pas écrire avec mes 10 doigts et c'est très compliqué. Ok, mais j'ai la responsabilité d'aller sur YouTube, de chercher comment est-ce qu'on peut devenir dactylographe. Oui. Et aussi, j'ai la responsabilité de mettre en place les exercices quotidiennement pour modifier ça. Parce que les excuses de « je ne sais pas faire ça, je ne saurais jamais le faire », c'est s'enlever le pouvoir et la responsabilité que l'on peut changer ça. La question n'est pas « est-ce que je peux changer cela ? Est-ce que je peux apprendre cela ?» La réponse est oui. La réponse c'est « où est-ce que je peux l'apprendre ? Qui est-ce qui peut m'aider à le faire ? Est-ce qu'il y a des méthodes pour le faire d'une manière plus rapide et efficacement ?» Tout ça vient de la notion à être responsable de sa vie et de son apprentissage. On est à une ère où l'information n'a jamais été aussi accessible, déjà premièrement gratuitement via YouTube, mais même je dirais d'une manière payante, et ce sans se ruiner. Un livre vaut 20 balles et on peut y apprendre énormément de choses. Certaines formations, notamment sur Udemy, valent entre 20 et 40 balles selon la thématique. Je trouve pas que ce soit excessif parfois pour se former sur des thématiques de pointe. Donc, notre responsabilité. Le quatrième aspect, j'en parle régulièrement, c'est avoir un état d'esprit où on est patient. Constant et patient. L'apprentissage, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est des choses qui demandent des erreurs, c'est des choses qui, la plupart du temps, selon ce qu'on apprend, met du temps. Vous comprenez bien que apprendre une langue à un niveau à peu près B2, donc B2 c'est conversationnel et c'est ce qui est communément requis pour savoir parler d'une manière normale avec un natif, ça prend plusieurs mois, voire même des années selon le temps, l'intensité et notre propension à cela. Ça prend pas des semaines ou des jours pour apprendre une langue. Ça prend des années avec tout un chemin qu'il y a derrière. Des difficultés en termes de grammaire, de la frustration, des oublis, de la stagnation, parfois de la régression pour pouvoir progresser, etc., etc. Tout comme, pour reprendre cet exemple de la dactylographie, pour suivre un fil rouge, vous comprenez, je pense bien, que apprendre à changer en termes de précision, en termes de musculature,
en termes de connexion, en termes de réflexe et d'automatisme, notre façon d'écrire sur un clavier, ça prend pas 3 jours. Ça va me prendre plusieurs semaines pour commencer à avoir une certaine précision et être à l'aise. Et ça va me demander plusieurs mois avant d'atteindre mon objectif de 80 mots par minute, et ce, sans erreur. Là, déjà, en une semaine, j'arrive déjà à être plus à l'aise, mais je suis à peut-être 90 ou 95 en termes de précision et à un rythme de 20 mots par minute, ce qui est très faible. Mais il ne faut pas que je m'attende à avoir des résultats énormes rapidement. Donc, ça demande de la patience, ça demande de prendre sur soi et ça demande de la constance. C'est un état d'esprit qui est fondamental. Le quatrième pilier, c'est l'état d'esprit de croissance ou growth mindset. C'est établi par un livre de Carol Dweck dont je n'ai plus le nom exact, mais vous l'aurez sûrement au montage, La magie. C'est comprendre que tout peut être appris, peut-être pas tout en même temps, mais tout peut être appris. Il y a des personnes qui ont 80 années et qui apprennent une nouvelle langue ou le piano. Il y a des personnes qui n'étaient pas du tout prédisposées à des compétences mathématiques, qui ont développé un bagage d'ingénieur ou un bagage quelconque. Ou encore, pour donner un exemple, vous comprenez bien qu'une personne comme moi ou comme la plupart des dactylographes, on n'est pas avec la disposition à écrire avec nos 10 doigts. C'est des choses qui sont apprises. Tout comme la plupart des personnes qui sont bilingues ne sont pas nées avec la prédisposition ou le gène à être bilingues. Elles ont appris. Certes, je vous l'accorde, avec plus ou moins de facilité, selon certains facteurs, mais elles l'ont appris. Et quand vous rencontrez ou quand vous écoutez la plupart des personnes qui ont eu une forme de réussite, elles vous diront toujours, ou une bonne partie vous diront, j'étais claqué au sol au départ, mais j'ai perduré, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis à là. Donc, je vous assure, quasiment tout peut être appris plutôt. Ok, donc là, on a vu plus de 95% de ce qui fera, ou plutôt 80% de ce qui fera le job en termes d'apprentissage. Mais est-ce que maintenant, il y a des techniques peut-être plus précises, plus ciblées, qui peuvent permettre de rendre cet apprentissage plus facile, efficace, etc. Alors oui, et je vais être très sincère et très transparent, je me base que, ou quasiment que sur un livre. Ce livre, vous l'aurez encore une fois au montage, c'est Make It Stick, la science de l'apprentissage ou l'apprentissage des personnes qui ont du succès. Je n'ai plus le nom exact. Et ce livre donne tout ce qu'on a besoin de savoir en termes d'études, en termes de statistiques et même en termes de techniques applicables sur comment est-ce qu'on peut apprendre 2 à 3 fois plus rapidement, si ce n'est plus. Et pour être aussi transparent, c'est des techniques que je mets tous les jours à l'œuvre pour l'italien, pour l'anglais, pour remettre à neuf mon français, qui est un français niveau CE2, c'est vous dire, pour apprendre la dactylographie. Enfin bref, tout ce que j'apprends, je l'apprends à partir de ce livre. Et je vais vous le donner ici en termes de synthèse et de vulgarisation. Alors, première technique, c'est ce qu'ils vont appeler l'interleaving ou l'entrelacement. L'entrelacement, c'est une technique très simple qui consiste à dire qu'on va mélanger le type d'exercice et qu'on va peut-être même, dans certains cas, mélanger les matières pour créer des ponts entre elles. Comme ça, on peut croire que c'est quelque chose qui va nous désorganiser. Je vous l'accorde, ça demande un peu d'organisation, mais c'est important pour faire des ponts entre les domaines, ce qui crée des connexions différentes, mais c'est aussi important pour ajouter une forme de variété. Exemple typique, varier les quiz, varier les contextes, varier les QCM, varier les types de questions, etc., etc. Si demain vous apprenez l'anglais et que vous apprenez, je ne sais pas, la grammaire ou une certaine notion de grammaire là-dessus, varier le type d'exercice, varier encore une fois le type de contexte. Faites par exemple parfois de l'analyse de texte avec repérer les erreurs ou exprimer pourquoi est-ce qu'il y a cette règle de grammaire là et pas une autre. Donc déjà c'est une manière de s'exercer, mais aussi peut-être demander à ChatGPT ou écrire un texte en français, puis le traduire entièrement en anglais, puis le faire traduire par ChatGPT avec une explication de ce qui a été des erreurs, etc., etc. Faites des QCM, faites des exercices à trous, etc., etc. Bref, je pense que vous voyez l'idée. C'est vraiment d'entrelacer les différentes techniques pour nous pousser à réfléchir une même thématique ou un même concept d'une manière différente et travailler ce que j'appelle, moi, la flexibilité mentale.
Autrement, on peut le faire aussi entre les thématiques. Si, je sais pas, vous apprenez la dactylo et l'anglais au hasard en même temps, ben vous pouvez faire de la dactylo à partir de textes en anglais. Ou ce que j'aime bien faire, c'est faire 15 minutes de dactylo, ok, puis après je vais faire 15 minutes d'exercice en anglais, puis je vais reprendre la dactylo, puis l'anglais. Comme ça, on pourrait croire que ça ne sert à rien, mais ça permet d'ajouter une forme de variété et de créer ou de permettre à notre cerveau de réfléchir différemment, soit à certaines thématiques, ou soit entre les thématiques. Donc, c'est peut-être pas le truc à faire immédiatement, mais c'est un truc que je recommande parce que plus on a une meilleure flexibilité mentale ou à réfléchir une ou plusieurs thématiques différemment et à des périodes données différentes, plus on a une capacité d'apprendre la thématique et d'une manière générale beaucoup plus accrue, en tout cas de ce que j'ai pu remarquer. Le deuxième principe, c'est ce qu'on va définir comme spaced repetition. Donc la répétition espacée, c'est l'un des concepts les plus connus en termes d'apprentissage. C'est de se dire que ça sert à rien de se bourrer le crâne à apprendre. L'apprentissage se fait d'une manière espacée, ou plutôt la mémoire marche d'une manière espacée. Il est plus sage, plus intelligent et plus efficace d'apprendre un concept à jour 1, puis de se retester à jour 2, donc le lendemain, puis de laisser ce concept 3-4 jours sans y retoucher, puis 3-4 jours se retester sur ça, revoir ses leçons, puis laisser le concept encore 3-4 jours, puis le revoir, puis à 7 jours, puis à 14 jours, puis à 30 jours. Bref, vous avez la dynamique, c'est d'espacer dans le temps. Pourquoi ? Parce que la mémoire a besoin d'oublier pour retenir. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais le fait de laisser incuber les choses, puis de se forcer à retenir, ou plutôt de se forcer à récupérer l'information dans notre mémoire long terme à des espaces plus en plus longs, va créer notre mémoire long terme. Et c'est ce qui s'appelle ni plus ni moins le spaced repetition. Ou pour donner un exemple encore une fois très concret, avec la dactylographie, je vais m'entraîner à travailler ma main gauche ou certaines combinaisons ma main gauche à jour 1, puis je vais le faire 3 jours plus tard, puis 5 jours plus tard, puis 15 jours plus tard sur cette combinaison précise. Et entre-temps, je vais travailler d'autres combinaisons, etc. Encore une fois, ça peut demander une certaine organisation, c'est pour ça que je note tout ce que j'apprends un peu chaque jour, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de consolider et de ne pas se faire chier à se dire je vais faire ça jusqu'à ce que je le retiens. Je vais réviser ma leçon jusqu'à ce que je le retiens. Votre cerveau va péter un plomb, il va pas retenir les choses et la mémoire ne marche pas comme ça de toutes les manières. La troisième technique, c'est ce qu'on va considérer comme l'apprentissage actif. Il y a plusieurs techniques, mais l'une de ces techniques, c'est de se tester. L'humain a tendance à trop se surestimer quand il s'agit de croire ou de connaître certaines choses. On va surestimer nos capacités à connaître ou à croire une chose juste parce qu'on le relit et qu'on va dire « Ah oui, mais ça je connais, oui, mais ça je connais ». Non, la manière la plus efficace de confirmer cela et de créer une mémoire durable, c'est de se tester. Encore une fois, de différentes manières à des intervalles différents, mais le seul moyen objectif de savoir si cette notion, on l'a retenue, on la connaît et on sait l'expliquer, c'est d'avoir cet apprentissage actif où on va se tester. QCM, test, texte à trous, bref, ça dépend, mais testez-vous. Et si vous voulez différents moyens de vous tester selon votre thématique, vous avez un merveilleux outil qui s'appelle ChatGPT avec une demande qui s'appelle « Écoute, voilà ce que je fais, donne-moi des différentes manières de me tester pour avoir un apprentissage actif ». La deuxième méthode d'apprentissage actif, c'est d'expliquer régulièrement d'une manière simple ce que vous apprenez, soit à vous, soit à travers des vidéos comme je le fais, ce qui est une manière de faire de l'apprentissage actif pour moi, ou à d'autres personnes. Il y a notamment une méthode qui est extrêmement connue qui s'appelle la méthode Feynman sur cela. Elle consiste plus ou moins à expliquer, comme si on expliquait à un enfant de 10 ans, certaines notions, et parfois certaines notions très compliquées. Et pour combler nos lacunes, c'est de se dire, ok, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Alors moi j'appelle ça la méthode de l'enfant ou la méthode du casse-couille, dans le sens où on va se poser pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Et notre but, c'est de se tester avec cet apprentissage actif, déjà de voir nos lacunes, de voir ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, mais aussi de nous aider
à comprendre la chose d'une manière extrêmement simple. Et la troisième façon de faire de l'apprentissage actif, c'est après chaque cours de formation ou après chaque vidéo, après chaque chapitre de livre, c'est fermer notre livre ou fermer notre ressource et ne serait-ce que le temps de 30 secondes se dire ok, voilà ce que j'ai retenu, voilà ce qui m'a marqué, voilà ce que j'en ai compris. Il n'y a pas besoin d'être parfait, ça peut prendre que 1 minute, mais c'est 1 minute qui déjà force notre cerveau à mieux retenir et à mieux être concentré sur ce que l'on fait. Et le cinquième point, avant d'en venir au dernier point, c'est lier ce que l'on apprend à ce que l'on connaît ou lier notre apprentissage à des choses que l'on va mémoriser, ou en tout cas plus facilement mémoriser. Par exemple, si vous voulez apprendre certains concepts très compliqués que vous ne les comprenez pas, demandez encore une fois à ChatGPT de vous l'expliquer d'une manière extrêmement simplifiée. Faites des analogies, faites des métaphores, utilisez des histoires très simples pour vous expliquer les concepts. En ce moment, j'apprends des concepts où je suis novice sur le domaine de l'informatique et plus particulièrement sur des domaines mathématiques qui vont être liés à ça ou des domaines de la cybersécurité. Je suis complètement novice là-dedans, donc autant vous dire que quand j'ai les termes techniques, je n'y comprends rien. J'ai aucun ego, je n'ai que de l'humilité à demander à ChatGPT de m'expliquer ça avec des analogies par rapport à des choses que je connais déjà et de me l'expliquer comme si j'étais un enfant de 16 ans qui découvrait ça vraiment avec une candeur ou une innocence totale. Donc, je lie mon apprentissage aussi à d'autres choses que je connais. Par exemple, je peux lier ce que je vous enseigne aujourd'hui, ce que j'ai dû apprendre à d'autres thématiques. Je suis par exemple régulièrement passionné ou je me documente sur le monde animal et je m'intéresse à savoir comment est-ce que les animaux apprennent. Parce que oui, les animaux apprennent d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose que je transvase à ce que j'apprends là. On s'aperçoit par exemple que les animaux, ils apprennent d'une manière différente, avec des jeux différents ou en chassant des proies différentes. Donc on pourrait associer ça, même si ça vous paraît tiré par les cheveux, à une forme de variabilité dans leur façon d'apprendre à chasser, etc., etc. Donc faites des liens, même si les choses n'ont rien à voir entre ce que vous connaissez ou non. Et faites des analogies, faites des métaphores, faites des histoires très simples, parce que ça nous aide à mieux retenir, à mieux comprendre les principes. Et dernier point que je mettrai presque à part, c'est utiliser l'intelligence artificielle. J'en ferai, je pense, une vidéo à part entière. Personnellement, je suis pro intelligence artificielle à partir du moment où on apprend à l'utiliser. Tout ce que j'apprends, je l'apprends grâce à ChatGPT et à l'intelligence artificielle. Vous n'imaginez pas à quel point c'est une source d'apprentissage et une source d'autodidaxie incroyable et à quel point on peut y apprendre quasiment tout ce que l'on veut. Encore une fois, on peut lui demander de simplifier certaines explications. On peut lui demander de nous faire des plans, ne serait-ce que très global de ce que l'on doit apprendre ou de ce que l'on devrait apprendre pour maîtriser certaines choses. On peut expliquer ou on peut lui demander des exercices. Vous voulez travailler certaines notions de grammaire ou certaines notions? Ok, donne-moi 10 exercices différents sur cela et il va vous les donner. Bien évidemment, il faut un peu travailler notre écriture ou ce que l'on va lui demander, mais ça vous donne un ordre d'idée. Pour vous donner un ordre d'idée avec le fait de devenir dactylographe, ce qui est mon projet actuellement, en plus d'autres choses que j'apprends, je vais lui demander des exercices très ciblés, avec des mots très ciblés, des phrases très ciblées, pour travailler certaines combinaisons ou certaines phrases ou certains mots. Par exemple, je confonds régulièrement le O, le I, le U. Je vais lui demander, écoute, donne-moi une suite de phrases, une suite de mots, où ça va me faire travailler spécifiquement ça. Ou alors, donne-moi une suite de mots, de phrases qui va particulièrement me faire travailler les accents, chose qui est très chiant, etc., etc. Ou alors, vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner des ressources ou des endroits où trouver ces ressources. Imaginons que vous voulez vous spécifier, je sais pas, en cybercriminalité et devenir hacker éthique, au hasard. Demandez à ChatGPT les types de certifications, ce qui pourrait vous y permettre, les chaînes de YouTube qui en parlent, les blogs, ce que vous devez apprendre, le type de ressources, bref. Et à partir de là, documentez-vous, apprenez,
formez-vous, etc., etc. C'est quelque chose que l'on peut faire avec tout ce qui est possible et imaginable. Bref, vous avez aucune quasiment excuse aujourd'hui pour ne pas apprendre et pour bien apprendre. Cette vidéo, je pense profondément, pour donner le mot de la fin, que j'aurais pu la faire payer vraiment plusieurs centaines d'euros qu'elle vaut ce prix-là. Alors, bien évidemment, il aurait fallu en faire une vraie formation et peut-être qu'un jour j'en ferai une vraie formation parce que le thème de l'apprentissage est vraiment un thème où je me sens légitime parce que c'est mon quotidien. J'apprends des tas de choses et ce régulièrement et ce en même temps. Mais vraiment, ne minimisez pas cette vidéo parce qu'elle vaut de l'or. Donc, prenez soin de vous, le commentaire, le like, l'abonnement. Si vous voulez des services en hypnothérapie, je le suis, pour vous faire accompagner sur telle ou telle problématique, n'hésitez pas, tout est en barre de description. Prenez soin de vous et puis à une prochaine vidéo.